Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Je m'appelle Sébastien Sormac. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Sebsto, S-E-B-S-T-O, et nous laisser vos feedbacks, vos impressions quant aux épisodes précédents, ou nous donner des idées également pour les prochains épisodes. Si vous avez envie qu'on parle de sujets en particulier, dites-le nous. Sebsto, S-E-B-S-T-O, sur Twitter. Aujourd'hui, je suis avec Laurent Perrin, qui est cofondateur et CTO de Frontap. Laurent, bonjour. Et merci d'avoir pris un peu de ton temps pour répondre à nos questions aujourd'hui et pour parler aux éditeurs du podcast AWS. Frontap, c'est quoi ? Frontap, c'est un client mail pour entreprise. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ce problème ? Parce que même si aujourd'hui l'email c'est vécu comme un problème du monde de l'entreprise, c'est aussi quelque chose qui a des avantages parce que c'est un canal qui est fondamentalement asynchrone. C'est-à-dire que si je t'envoie un email, t'es pas obligé d'y répondre tout de suite, ce qui fait que si je te demande quelque chose, tu as la liberté de t'organiser comme tu veux. Et nous, on aime bien ce côté asynchrone parce que ça permet aux gens d'organiser leur journée comme ils le veulent et ça évite ces interruptions constantes qu'on a avec les systèmes de chat où tu es interrompu en permanence. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que on s'est dit qu'on aimait bien ce côté asynchrone, mais que l'email n'a jamais été fait pour collaborer. Et donc, on a essayé d'imaginer à quoi ressemblerait une extension de l'email qui soit vraiment collaborative et qui marche en temps réel. Du coup, on est parti de ce problème-là et on a essayé de penser notre produit comme une extension d'email. D'accord, donc c'est le mail du 21e siècle finalement sur une technologie qui a été créée il y a plus de 40 ans. Voilà, c'est ça. L'email. C'est quoi votre architecture technique ? Alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est que ce qu'on a changé principalement, c'est le protocole. Donc en fait, l'email traditionnel repose sur des boîtes mail qui sont toutes indépendantes. Par exemple, si on reçoit tous les deux un email, si on est en CC sur le même email, en fait, il y a deux copies du même email, il y en a une qui est chez toi, une qui est chez moi. Front, en fait, ça marche différemment. Donc c'est une toute nouvelle structure de données où on va essayer de trouver des objets communs. Donc par exemple, si on a reçu le même email, en fait, il va y avoir un seul objet qui va être créé. Et donc là où normalement on a des inbox, enfin des boîtes de réception qui sont toutes indépendantes, dans Front, on va essayer de considérer tous les emails d'une organisation comme faisant partie d'un même panier. Et où on va se dire cet email il est arrivé chez nous, donc il va être lié à nos deux inbox. Cet email qui est arrivé chez toi, tu vas pouvoir le montrer chez moi, ou tu vas pouvoir dire je voudrais te déplacer physiquement ailleurs. Et du coup on va pouvoir isoler un petit peu ce qui s'est passé à l'extérieur, c'est-à-dire à qui le mail était adressé, de ce qui se passe à l'intérieur, où il y a un workflow différent qui peut se passer, où on peut se dire je vais le déplacer chez toi, comme on voit le même objet, on peut commenter ensemble dessus, tu peux marquer explicitement que c'est une conversation à laquelle moi je dois répondre, on peut se mettre des reminders, et en fait il y a tout un tas de workflows de collaboration qu'on peut appliquer parce qu'on a cette nouvelle organisation des données. Donc vous stockez les données différemment du mail traditionnel, ce qui permet à plusieurs personnes de collaborer sur un même objet, c'est ça. Le mail et ses attachements. Et donc le premier produit qu'on avait lancé en 2014, c'était une boîte mail collaborative. Donc il faut imaginer une équipe de 10 personnes qui travaillent tous sur les mêmes emails. Je peux voir que quelqu'un est en train de répondre en ce moment, quelqu'un peut préparer une réponse et me la faire relire avant de l'envoyer. On peut avoir des commentaires pour avoir un audit de pourquoi est-ce qu'on a répondu ça à ce client-là, qu'est-ce qui a amené à cette discussion. Et on peut explicitement dire ça c'est à toi, ça c'est à moi. Et en fait, de plus en plus, on s'est rendu compte qu'une grande partie de la collaboration en fait se passait aussi sur nos mails individuels. C'est-à-dire que, par exemple, si tu me contactes pour me dire j'aimerais qu'on fasse cet événement ensemble, en fait peut-être que ça va intéresser mon associé et alors que ce mail m'était à l'origine destiné, je vais vouloir le partager à d'autres collaborateurs qui travaillent avec moi. Sans nécessairement devoir faire un forward comme on fait dans Exactement, les systèmes sans nécessairement devoir faire un forward. Ajouter des collaborateurs sur un mail existe. Vous avez des clients dans plein de pays différents, sur des continents différents. Vous avez des bureaux à San Francisco et à Paris également. Donc très tôt, vous êtes parti sur une architecture multi-région sur AWS, avec une partie de l'infrastructure déployée aux États-Unis, une autre en Europe. Pourquoi vous avez fait ça ? Quels sont les avantages pour vos clients ? Alors, en fait, ce dont on s'est rendu compte assez tôt, c'est que Front, c'était avant tout une expérience. C'est-à-dire qu'on avait cette idée en se disant, il y a quelque chose à faire pour améliorer l'email, pour rendre les gens
plus heureux au travail, mais on n'avait pas forcément les idées très claires sur à quoi ça devait ressembler. On savait qu'on allait devoir faire beaucoup d'itérations, essayer des choses qui n'allaient pas marcher. Du coup, pour faciliter ça, on a choisi de garder beaucoup d'intelligence sur notre back-end. Et ça a nécessité assez tôt qu'on se pose des questions de latence, c'est-à-dire de faire en sorte que si on a des clients en Europe, leurs données soient assez proches d'eux pour qu'ils puissent interagir rapidement avec leurs données et que ce ne soit pas un produit qui soit lent. Donc la latence, c'est le temps qu'il faut pour un petit paquet d'informations de quitter mon laptop, d'aller sur un serveur et de revenir. Ça dépend finalement de la distance et de la vitesse de la lumière. Et donc l'idée, c'est de déployer votre infrastructure proche de vos clients pour qu'ils s'adressent à vos serveurs les plus proches de là où ils sont. Exactement. Donc en gros, c'est de faire en sorte que les clients américains parlent à des serveurs qui sont aux États-Unis et des clients français parlent à des serveurs qui sont en France ou en Europe. Et donc comment je peux faire sur AWS pour que quand j'ouvre mon laptop et que je démarre l'appli FrontTap, elle se connecte sur l'infrastructure la plus proche de là où je suis? Alors, en fait, ce qu'on a choisi de faire, c'est qu'il y a un point d'entrée unique qui est app.frontap.com et en fait, où que soient vos données, vous allez vous connecter à ce système. Et ensuite, on a ce qu'on appelle un GeoDNS, qui est une fonctionnalité de Route 53, qui nous dit, voilà, on a plusieurs instances de l'infrastructure, et donc en fait, je vais aller tout bêtement sur celle qui est la plus proche. Donc moi, si je suis en Europe, je vais aller en Europe. Donc c'est le DNS qui va faire une résolution d'adresse IP et qui va donner des adresses IP différentes en fonction de l'endroit où je query le DNS. Donc si ici je demande quelle est l'adresse de FrontTap, je vais recevoir l'adresse IP la plus proche d'où je suis, à Paris aujourd'hui. Si je fais la même requête DNS à New York, je vais recevoir une autre adresse IP. Exactement. D'accord. Exactement. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on est routé vers donc une infrastructure de front, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la bonne. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, des utilisateurs européens auront leurs données en Europe, mais par exemple, s'il y en a un qui est parti en vacances aux États-Unis, et ben dans ce cas-là, il va aller parler au serveur américain qui n'a pas ces données. Aujourd'hui, on a fait le choix que les données d'un client soient stockées dans une seule région, même si on a plusieurs copies, mais elles sont toutes dans la même région. C'est souvent pour des raisons de compliance, où on a beaucoup de clients qui nous disent « Je veux que vous me disiez précisément, que vous me garantissiez que mes données ne sortent pas des États-Unis ou ne sortent pas de l'Union européenne. » Et du coup, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'on a un système où si on se retrouve à faire une requête qui a atteint la mauvaise région, en fait, on va être capable de se rendre compte et de faire un proxy depuis la bonne région. D'accord, et vous faites ça comment? Donc concrètement, mon browser se connecte sur votre infrastructure front. Qu'est-ce qui se passe après? Alors, ce qu'on avait, donc on a un peu amélioré le système, j'en parlerai après, c'est que mon browser se connecte sur l'infrastructure front. Donc le GeoDNS m'envoie vers l'infrastructure la plus proche. Une fois qu'elle arrive là-bas, on sait, donc tu arrives avec une identité, on fait une requête sur cette identité et on a une table globale qui nous dit voilà, les données de Sébastien, elles sont en Europe ou elles sont aux États-Unis. Si l'instance s'aperçoit que les données sont dans une autre région, en fait, elle va se comporter comme un proxy, elle va ouvrir une connexion et récupérer les données depuis la bonne région. Ce qui fait qu'on arrive à un schéma assez compliqué, puisque tu parles à un premier load balancer au sein d'une région qui va t'envoyer sur une instance. Cette instance, elle va ouvrir un proxy vers un deuxième load balancer qui elle-même va atteindre la bonne instance. Alors ça résout le problème de compliance, parce que ça assure que mes données sont en Europe, par exemple, et pas aux États-Unis. Ça ne résout pas le problème de latence, parce que dans cette infrastructure-là dont tu parles, si je comprends bien, si je suis aux États-Unis, je passe par un proxy aux États-Unis pour accéder à mes données qui sont en Europe, donc je garde la latence transatlantique. Donc ça, c'était un problème qu'on a eu pendant un moment, et en plus, ça nous posait un problème, c'est que l'autre avantage, c'est d'avoir des infrastructures isolées pour pouvoir se dire, si j'ai un problème, il est cantonné à un pourcentage de mes utilisateurs et j'évite d'impacter 100% de mes utilisateurs immédiatement. Et le fait qu'il y ait cette espèce de mélange était quelque chose qui ne nous plaisait pas trop. Du coup, l'année dernière, on est passé sur un système qui s'appelle Lambda at the Edge, qui est une fonctionnalité de CloudFront, qui permet en gros d'exécuter un petit programme à chaque fois qu'une requête arrive sur une distribution CloudFront. Donc CloudFront, c'est un CDN, et donc c'est-à-dire que c'est un système qui va être présent un petit peu partout dans le monde. Et donc le nouveau système qu'on a, c'est que
quand je fais une requête à Front, en fait, je vais arriver sur un serveur CloudFront qui est dans ma région, qui est assez près. Dessus, on va exécuter un programme et par défaut, on va juste faire le même système qu'avant, c'est-à-dire qu'on va envoyer vers la région la plus proche. La différence, c'est que si jamais on se trompe, si jamais on s'aperçoit que c'est un utilisateur en vacances et que ces données, elles sont pas là, mais qu'elles sont ailleurs, en fait, avec la réponse, on va positionner un cookie qui va dire la région de cet utilisateur, c'est les États-Unis par exemple, ou c'est l'Europe. Et la prochaine fois qu'on fera une requête, distribution CloudFront, donc la petite fonction lambda, va lire ce cookie et va se dire même si le plus proche c'est l'Europe, en fait, je sais que les données de cet utilisateur sont en fait aux États-Unis. Et du coup, il va y avoir une première requête de test pour pouvoir déterminer quelle est la bonne route, et toutes les requêtes suivantes iront directement vers le bon serveur. Et ça nous permet d'avoir un système transparent qui fait que avec un point d'entrée unique, on envoie les requêtes au bon endroit directement. Donc l'utilisateur rentre dans le réseau AWS par le point de présence CloudFront le plus proche. On a plus de 160 locations endroits dans le monde pour le moment. Il y en a ici à Paris, il y en a à Marseille, pour la France par exemple. Et à partir de là, c'est votre fonction Lambda on Edge, donc une fonction Lambda qui tourne sur CloudFront, au bord du réseau, qui va faire le proxy vers la région où se trouvent les données de l'utilisateur. Voilà, c'est ça. Et donc là, on a parlé de deux concepts assez importants pour le multirégion. Le premier, c'est la latence, c'est-à-dire mettre les données proches de l'endroit où se trouvent les utilisateurs, et mettre les systèmes front proches d'où se trouvent les utilisateurs. Le deuxième concept dont tu as parlé, c'est la compliance, donc garder des données dans certaines zones géographiques pour des raisons légales. Mes données privées restent en Europe. Si je suis citoyen américain, mes données privées restent aux États-Unis. Tu as parlé d'un troisième point qui n'est pas directement lié au multirégion, mais qui est important également, c'est le sharding ou le compartitionnement, je ne sais pas comment on dit en français, le partitionnement des utilisateurs pour dire voilà, mes utilisateurs sont répartis sur plusieurs systèmes. Si jamais il devait arriver une panne pour quelque raison que ce soit sur un système, c'est qu'un pourcentage de mes utilisateurs qui seront impactés, pas la totalité des utilisateurs. Voilà, c'est ça. Alors, le front, c'est bien. Après, il y a un back également. Donc, vous avez les données des utilisateurs, vous avez les mails, les pièces jointes, tout l'aspect collaboratif, tout l'historique qui s'est passé sur les documents. Je suppose que vous utilisez différents systèmes de base de données et de cache pour pouvoir faire ça. Comment ça marche en multirégion ? Alors, en fait, il y a plusieurs manières d'aborder le sujet. Ce qu'on a choisi de faire à l'époque, on n'avait pas tant d'expertise que ça en infrastructure. Du coup, on a choisi de travailler avec des bases les plus simples possibles à notre sens, c'est-à-dire des bases MySQL toutes bêtes, qui à l'époque étaient l'une des seules options supportées par RDS. Et du coup, aujourd'hui, on a à peu près une vingtaine de bases MySQL qui ne se connaissent pas. Donc, chaque serveur, c'est un serveur tout à fait indépendant qui est utilisé d'une manière la plus banale possible. Et on a un système par-dessus qui va être chargé de router chaque requête vers le bon serveur. Et donc pour ça, on utilise des niveaux de cache et on utilise globalement comme source de données une table globale Dynamo. Et donc, les données des utilisateurs restent dans une région, donc vous avez vos bases de données qui sont compartimentées finalement par région. Donc finalement, il n'y a pas de problème de synchronisation de données entre régions, sauf peut-être pour des données globales, comme des données des comptes utilisateurs, les mots de passe, les profils, les préférences et autres. Alors, oui et non. Effectivement, les données sont à la fin stockées que sur une instance, modulo tous les réplicas qu'on a pour pouvoir récupérer. Cependant, en fait, à partir du moment où on introduit du partitionnement, on introduit aussi le problème de devoir relocaliser des utilisateurs. Relocaliser, ça veut dire si voilà, je déménage, c'était ton cas, tu vivais aux États-Unis, tu vis en France maintenant, et tu demandes à Fronttab de déplacer tes données. Voilà, alors ça peut arriver dans ce cas-là, ça peut aussi arriver où si au sein d'une région, on trouve qu'une instance est devenue trop grande, on en crée une nouvelle, et maintenant on a envie de déplacer des utilisateurs qui étaient sur l'instance d'avant sur la nouvelle pour faire de la place. Ce qu'on a essayé de faire, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est d'utiliser MySQL de la manière la plus banale possible. Un de ces aspects, c'est de mettre un espèce de plafond sur la taille de données qu'on accepte de mettre dans une instance. La raison pour laquelle on fait ça, c'est même pas pour des histoires de performance, c'est surtout pour des histoires de recovery. C'est que garantir que si jamais il se passe une catastrophe et qu'on doit repartir sur un backup,
ou sur un point in time recovery plus probablement, on soit capable de mettre une fourchette maximale sur le temps qu'il nous faut pour restaurer ce backup. Du coup, en fonction de la vitesse qu'on a, on a un volume de données qu'on accède d'avoir une instance. Si on s'approche et qu'on risque de dépasser ce volume-là, on préfère créer de nouvelles instances pour être toujours capable de récupérer rapidement. Et donc vous déplacez des données de région en région, soit pour des raisons business, quand c'est l'utilisateur qui le demande, soit pour des raisons opérationnelles finalement. Voilà, c'est ça. Ça rend votre vie plus facile et le système un peu plus résilient. Comment vous faites ? Quels sont les challenges pour repliquer des données à travers plusieurs régions ? Alors, le problème en fait, c'est qu'on a certains utilisateurs qui ont plusieurs téraoctets de données. Du coup, le problème en fait, c'est que la copie est pas du tout loin d'être instantanée. Dans certains cas, ça peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et c'est des données qui changent. Il y a d'autres mails qui arrivent, qui partent. Après, ça continue d'évoluer pendant la copie. Et on a pas mal d'utilisateurs qui travaillent 24 heures sur 24. Il est hors de question de leur dire on va vous couper votre instance pendant 2 jours. C'est pas possible. Du coup, il faut qu'on puisse leur migrer leurs données alors qu'ils continuent à recevoir des nouveaux mails. Du coup, ce qu'on a choisi de faire, c'est on a un système qui, en gros, qui utilise une particularité de MySQL, qui est qu'il y a des read réplicas asynchrones. Et du coup, on a un script qui se connecte à un serveur en prétendant être un read replica. Et on a organisé nos données d'une manière à ce que les infos de réplication nous permettent d'identifier si elles concernent le client qui est en train de déménager ou pas. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'en gros, on fait comme si c'était un read replica, mais cantonné à un seul client. Et donc, en fait, on va reproduire les transactions sur la base de destination, mais seulement celles qui concernent un client. Vous faites ça en lisant le transaction log et rejouant les transactions finalement. C'est ça, donc on fait ça à partir du transaction log, donc du bin log. Et du coup, en fait, on a une connexion qui va copier l'historique et une connexion qui copie le diff, donc le différentiel qui se produit en ce moment. À un moment donné, le script arrive à un moment où il est ISO, c'est-à-dire toutes les données historiques ont été copiées et il copie en temps réel toutes les nouvelles données. Et dans ce cas-là, il y a tout un tas de vérifications qui sont faites. On regarde, est-ce qu'on a à peu près le même volume de données des deux côtés ? Est-ce que les données, elles sont cohérentes ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce qu'il n'y a pas de replication lag ? Donc, on en soit bien en synchrone par rapport à la base master. Et ensuite, on a un flag sur la table qui est la source de données, où on dit maintenant le master, c'est la nouvelle région. Et du coup, toutes les nouvelles données se mettent à rentrer dans le nouveau système. Donc à partir du moment où la copie est considérée comme saine et synchrone, enfin synchrone, je veux dire à jour par rapport aux mises à jour, c'est au niveau du front, alors de l'applicatif, qu'on dit ok, on switch vers le nouveau backend. Mais lui, en fait, il va toujours vers le même endpoint, c'est-à-dire c'est notre routage interne qui se met à changer. Waouh. Donc Frontap a 5 ans maintenant, donc vous avez eu le temps de mettre au point ce système et tous les autres qui vous permettent de travailler en multi-région. Quels ont été les challenges que vous avez rencontrés pendant ces 5 années sur cet aspect multi-région, réplication des données, routage des utilisateurs ? Alors, un des aspects, c'est qu'en fait, on a toujours essayé d'anticiper l'avenir, mais pas trop. C'est-à-dire qu'au début de Front, on s'était pas du tout posé la question de comment on serait multi-région un jour. Donc on s'est retrouvé un jour avec notre application qui n'était pas du tout capable d'être multi-région et de devoir se dire ok, comment on fait pour faire ça. Du coup, on a dû être un peu créatif et l'astuce qu'on a trouvée en utilisant un full read replica, ça a été une de nos solutions. Un autre problème, ça a été comment est-ce qu'on change notre layer de données pour que demain, il soit capable de gérer plusieurs bases de données. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à découper le travail en une quarantaine d'étapes. En fait, on l'a fait littéralement table par table. On a rendu chaque table shardware, ce qui nous a permis, donc le travail a duré quand même plusieurs semaines, et ça nous a permis de faire des petites modifications et de pouvoir avoir un process de revue de code qui soit à chaque fois limité à quelques fichiers pour qu'on puisse avoir un ingénieur qui lead ce projet, mais avoir à chaque fois être capable de demander à n'importe quel ingénieur pour dire la question c'est pas de savoir si la logique de sharding marche, la question c'est de savoir est-ce que si on met ça en prod sans activer le sharding, est-ce que ça casse ou pas ce qu'il y a avant. C'est-à-dire sur quelque chose qui est quelque chose d'aussi fondamental dans le data layer, d'être capable de travailler avec une architecture de feature flag où on peut
release du code en sachant qu'on va rien casser et ensuite l'activer seulement pour, en l'occurrence, notre compte, puisqu'on s'est amusé à bouger nos données plusieurs fois pour vérifier que le système était introduit de manière saine. Ok, système est assez impressionnant. C'est quoi vos gros chantiers aujourd'hui et pour le futur? Alors, aujourd'hui, en fait, on s'est beaucoup préoccupé de l'aspect MySQL, mais c'est pas le seul storage qu'on a. On utilise beaucoup Elasticsearch, on utilise Redis, on utilise beaucoup de Memcached, on utilise beaucoup S3. Et donc ce qu'on fait en ce moment, c'est que le travail qu'on a fait sur MySQL, on est en train de faire le même travail sur absolument tous nos systèmes pour pouvoir avoir au sein même d'une région des systèmes totalement isolés qu'on appelle des cells, où en gros on est capable de se dire on a une vingtaine d'instances de front, on est capable de bouger des utilisateurs de l'un à l'autre et ces systèmes sont totalement indépendants, ils peuvent s'éteindre et s'allumer de manière différente. Ce qu'il faut voir, c'est que la taille des utilisateurs de front, ça va d'équipes qui font 2 personnes à d'équipes qui aujourd'hui font 1000 personnes. Et le but, c'est que demain on fasse 5 puis 10 000 personnes. Et donc ça veut dire que le fait de pouvoir dire aujourd'hui on a une instance qui va faire tenir peut-être 10 000 customers, donc 10 000 équipes sur le même système, mais à côté on peut avoir une seule équipe qui fait le même nombre d'utilisateurs et qu'on aurait envie de mettre sur une infrastructure totalement dédiée. C'est aussi une best practice en matière de résilience, de compartimenter, charder un système pour s'assurer que si une partie du système tombe, tous les utilisateurs ne sont pas affectés. Et moi j'aime bien prendre l'analogie des bateaux, c'est quelque chose qu'on fait depuis des milliers d'années, de compartimenter les soutes des bateaux par exemple, pour que s'il y a une voie d'eau, elle soit limitée à un compartiment et ne coule pas l'ensemble du bateau. Voilà, c'est ça. Non, enfin c'est vraiment quelque chose qui est très vrai chez nous. Par exemple, quand on se met à travailler avec de nouvelles industries, on se rend compte, donc on travaille beaucoup avec la logistique, on se rend compte que, je me souviens, la première fois, on avait un système de tags, et on s'était dit, bon, ben, je sais pas, les utilisateurs, ils vont créer une centaine de tags, ça suffira bien, 1000 tags, et nos premiers utilisateurs de logistique, le premier truc qu'ils ont fait leur première semaine, ils ont dit, et si on créait 10 000 tags ? Et du coup, évidemment, c'est quelque chose qui n'était pas forcément prévu. Donc depuis, c'est quelque chose qu'on a corrigé. Mais disons que ça nous permet aussi, quand on a une grosse organisation qui arrive, de pouvoir se dire c'est pas forcément... c'est difficile de prévoir comment ils vont utiliser le système. Par contre, on ne pourra pas leur dire vous utilisez le système d'une mauvaise manière, il faudra toujours qu'on adapte le système pour que ça marche, mais on a besoin de pouvoir les protéger protéger nos utilisateurs existants. Écouter les feedbacks des clients et améliorer le produit au fur et à mesure qu'on reçoit des feedbacks. Je parle beaucoup avec des développeurs dans des conférences sur les réseaux sociaux et via d'autres canaux également, et aller en multirégion est toujours quelque chose qui fait un peu peur au début. On a un produit qui fonctionne bien, qui est multi-easy, on respecte les règles avec du multimaster et des choses comme ça, mais déplacer, ou améliorer cette architecture pour aller en multirégion est fait un peu peur, on va dire, essentiellement pour cette partie base de données. Donc, vu ton expérience et des années de recul que tu as sur ce genre d'architecture, quels seraient tes conseils pour les clients AWS qui veulent commencer à migrer leur architecture pour prendre avantage du multirégion ? Alors, la première partie, c'est que en fait, même si c'est un gros changement qui peut être fait par petites phases. Donc, en fait, c'est un risque parce qu'on doit investir c'est un investissement qui n'est pas négligeable. Par contre, c'est possible de faire en sorte de limiter vraiment le risque technique si on réfléchit un tout petit peu à la manière... si on se dit j'ai pas le droit de changer plus de 2 fichiers à la fois, c'est quand même possible d'apporter cette couche multi-région dans à peu près n'importe quelle application. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quelque chose qui est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que nous, quand on s'est posé ces questions-là, en tout cas chez AWS, il n'y avait pas un certain nombre d'outils qui existent aujourd'hui. Il n'y avait pas d'étape globale Dynamo, il n'y avait pas tout un système. En fait, chaque région était un peu indépendante. Il y avait assez peu de choses qui liaient les 2 régions. Du coup, on a dû faire beaucoup de travail pour ça. Maintenant, c'est moins le cas. Du coup, ça veut dire que d'un côté, ce travail, la barrière à l'entrée est plus faible, mais d'un autre côté, ce qu'il faut voir, c'est que pour des nouveaux acteurs qui vont arriver, par exemple dans notre domaine ou dans d'autres domaines, il y a des chances que eux partent directement dans une solution multirégion et que ça devienne vraiment un standard
et que bon, plus on attend pour introduire ce standard, plus ce sera pénalisant de le faire. Nous, je sais quand on est arrivé, il y avait des acteurs existants, donc c'était bien avant AWS, qui avaient ils ont des serveurs physiques qui mettent dans des racks, dans des data centers, où ils ont des gens qui sont payés pour ça. Ils ont fait ça à l'époque parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix, mais depuis ils se sont construits une histoire où ils s'expliquent pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de faire ça. Et moi, ça me paraîtrait aberrant pour une boîte en SaaS comme nous de se dire on a besoin d'avoir une expertise sur le fait d'avoir des gens qui conduisent une camionnette pour aller emmener des serveurs. Et donc ton message, c'est dire allez-y, commencez en multi-région directement. Je pense que si je démarrais un produit de zéro maintenant, je me poserais la question de le faire en multi-région parce que c'est pas beaucoup plus difficile. Du coup, si j'ai un produit qui existe et qui a pas cette capacité-là, il faut quand même garder un œil dans le rétroviseur pour se dire jusqu'à quel point est-ce que je suis capable de me dire que ce que je fais est spécifique et assez spécifique pour pas avoir besoin de ça. Le déclencheur, ça serait quoi ? Ça serait avoir des clients partout dans le monde ? C'est la première raison pour aller en multi-région ? Ah ouais, avoir des clients partout dans le monde, c'est effectivement une bonne raison. Il y a aussi le fait de commencer à avoir un monitoring. Nous, par exemple, on a introduit un monitoring. Au début, on monitorait combien de temps on mettait à répondre aux requêtes sur notre serveur. Puis à un moment donné, on s'est dit c'est un peu dommage parce que ça ne représente pas l'expérience qu'ont nos utilisateurs. Du coup, on a fait une instrumentation où on mesure entre le moment où quelqu'un clique et le moment où l'application a affiché le nouveau contenu, donc même en prenant en compte le temps de processing de l'application. Et donc on mesure ça et on s'est rendu compte à ce moment-là que la latence réseau, c'était le truc le plus important. Donc que ça valait plus d'investir pour réduire notre latence réseau que de réduire le temps à faire en sorte que le serveur réponde plus rapidement. Et donc maintenant, on est arrivé à un point. Donc entre-temps, on a fait un système où l'application a pas mal de capacité offline, où en fait, elle a même plus besoin. Donc elle peut lire du contenu en avance et l'afficher sans faire de requête réseau. Et du coup, maintenant, on a beaucoup d'efforts sur le fait d'optimiser le temps de rendering de l'app, parce que dans nos mesures, on voit que c'est là où on perd le plus de temps. Ça, c'est une espèce de deuxième couche d'optimisation. Voilà, c'est ça. Une fois qu'on a attaqué le problème de la latence réseau. Donc, le message, c'est de déployer vos applications et vos données proches de vos utilisateurs. Et souvent, ça veut dire aller en multi-région. Laurent Perrin, cofondateur et CTO de Frontap, merci. Merci de nous avoir écoutés. Prochain épisode très bientôt. D'ici là, quoi que vous développez, développez-le bien.